Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Les fonctionnaires battent le pavé. C'est leur troisième manifestation depuis le début du quinquennat pour défendre leur statut et s'opposer à la future réforme du gouvernement qu'ils perçoivent comme une attaque. Une fois n'est pas coutume, c'est l'union syndicale qui règne aujourd'hui. Nous serons en direct du cortège. Le plan de bataille d'Emmanuel Macron pour les banlieues enterre le plan Borloo. Au cours d'un discours fleuve largement improvisé, le président de la République a égrené les mesures, notamment sécuritaires, avec un plan contre le trafic de drogue, mais aussi une bourse au stage pour les élèves de 3e des quartiers. C'est notre débat tout à l'heure. Enfin, au Sénat, la loi de programmation militaire présente un effort budgétaire inédit pour les 7 prochaines années. Ces priorités sont-elles les bonnes dans un contexte stratégique de plus en plus menaçant? Comment le Sénat veut-il infléchir ce texte et le moral des armées dans tout ça? On en discute dans un quart d'heure sur ce plateau. Et vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, Saveria Rojac sera dans l'hémicycle du Sénat, Oriane Mancini recueillera les réactions des sénateurs en salle des conférences et Clément Perrault suivra pour nous la manifestation des fonctionnaires à Paris. Le multiplex, c'est tout de suite. Et on va tout de suite prendre le pouls de la manifestation à Paris avec vous, Clément Perrault. Ce n'est pas la mobilisation des grands jours. En revanche, les syndicats avancent unis et cela faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Oui, exactement. Les 9 organisations syndicales de la fonction publique ont tout appelé à faire grève et à manifester. Aujourd'hui, leurs représentants sont tous présents ici dans le cortège. C'est arrivé qu'une fois au cours des 10 dernières années. C'était au mois d'octobre dernier et déjà contre la politique du gouvernement d'Édouard Philippe. Alors si on voit que les syndicats sont parfois divisés, notamment sur la question de la réforme du rail, quand il s'agit de défendre la fonction publique, il y a une forme d'union sacrée qui semble se mettre en marche. C'est en tout cas ce qu'expliquent les leaders syndicaux. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Philippe Martinez et Laurent Berger. Ce sont les secrétaires généraux de la CGT et de la CFDT, les deux principaux syndicats de fonctionnaires en France. C'est les fédérations de fonctionnaires qui ont réussi à se mettre d'accord et je pense que c'est une très bonne chose. Ça donne quand même une autre image du syndicalisme quand tous les syndicats défilent ensemble. C'est ce qu'on essaie de faire plus largement et je crois que ce n'est pas impossible. Il y a une unité syndicale à la SNCF depuis 3 mois. À chaque fois que les organisations syndicales sont capables de parler d'une même voix en portant des préoccupations communes, c'est une bonne chose pour les travailleurs. Et donc aujourd'hui, il nous semblait qu'à quelques semaines du rendez-vous salarial, c'était important de faire une démonstration de force qui montre que pour les agents des fonctions publiques, parce qu'ils sont particulièrement attaqués et parce que leur pouvoir d'achat est mis à mal, eh bien, il avait besoin de cette unité syndicale. C'est ce que nous réalisons. Alors on retrouve dans ce cortège des enseignants, du personnel hospitalier, des facteurs, également des étudiants. Aujourd'hui, plus de 5 millions d'agents de la fonction publique étaient appelés à faire grève. Ils manifestent contre la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires annoncés d'ici 2022. Ils manifestent également contre le recours croissant aux contractuels ou encore contre le gel du point d'indice, un gel qui, d'après eux, pèse sur leur pouvoir d'achat. Alors vous le voyez derrière moi, l'affluence n'est pas forcément extraordinaire aujourd'hui. Il n'y a pas une densité très importante dans la manifestation. La météo n'aide pas franchement non plus puisque vous le voyez, un orage vient d'éclater ici, place de la Bastille. La grande majorité des manifestants font entendre leurs revendications dans le calme, même si une centaine de manifestants plus radicaux se sont installés en début de cortège. Il y a eu quelques jets de projectiles et quelques gaz lacrymogènes avec les forces de l'ordre, mais une situation globalement plus calme que lors du dernier rassemblement le 22 mars dernier. Merci beaucoup Clément pour toutes ces explications et on vous retrouve tout à l'heure à nouveau en direct de cette manifestation. Et on poursuit cette réaction à cette journée de manifestation dans la fonction publique avec vous, Oriane Mancini. Vous êtes avec la sénatrice Les Républicains du Val-de-Marne, Catherine Procaccia. Oui, Tam, bonjour Catherine Procaccia, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors on vient de le voir, troisième journée de mobilisation des fonctionnaires qui protestent contre la baisse de leur pouvoir d'achat, contre la réforme de la fonction publique voulue par Emmanuel Macron et l'exécutif. Est-ce que vous soutenez, vous, cette réforme ? Écoutez, je ne peux pas dire que je suis contre ni que je la soutiens. Je voudrais
en voir les contours d'une façon un peu plus précise. Parce que pour l'instant, il y a quelques annonces. Je suis favorable à la diminution du nombre de fonctionnaires. Ça faisait partie du programme de nos candidats LR. Et je constate simplement que dans les projets de diminution du nombre de fonctionnaires, il y a quand même beaucoup plus de diminution de fonctionnaires territoriaux que de fonctionnaires publics. Or, 70 000 pour la territoriale, 50 000 pour l'État. Exactement. Or, depuis près de 10 ans, ce sont les départements et les régions qui ont de plus en plus des missions qui étaient auparavant celles des missions de l'État. Quand il a fallu intégrer le personnel, par exemple, ce qu'on appelait les ATOS, les personnels techniques qui travaillaient dans les collèges et dans les lycées, eh bien, ils ont diminué de la fonction d'État, mais ils sont passés aux collectivités. Et plein d'autres, les DDE, les directions d'équipement et autres, un certain nombre de routes sont devenues départementales. Donc les fonctionnaires d'État, eux, finalement, n'ont pas beaucoup diminué, alors que le nombre de tâches qui ont été confiées aux collectivités territoriales ont augmenté. Donc je ne trouve pas forcément injuste. Plus de fonctionnaires dans la fonction publique d'État et moins dans la fonction publique territoriale. Je ne sais pas s'il faut en supprimer moins dans la fonction publique territoriale, mais plus dans la fonction publique d'État. Quand on parle d'éducation nationale, on sait bien qu'il y a presque trop, tout le monde le dit, de personnel administratif par rapport au personnel sur le terrain. Gérer, c'est une grosse machine, mais là, on pourrait peut-être rationaliser les choses. Le gouvernement et Emmanuel Macron ont supprimé 120 000 fonctionnaires durant ce quinquennat. Pour le moment, il n'en a supprimé que 1600. Il n'entend pas supprimer de fonctionnaires dans la fonction publique hospitalière, pas dans les fonctionnaires qui occupent des postes régaliens, la police, la justice. Est-ce que la promesse de 120 000 est tenable selon vous ? Oui, parce qu'il suffit de ne pas renouveler les départs en retraite, par exemple, ou les départs spontanés, pour que le nombre diminue. Mais faut-il en même temps, fonction par fonction, de chacun des fonctionnaires territoriaux ou d'État, se dire, lui, il faut qu'on le remplace, mais par contre, on peut ne pas remplacer un autre. C'est comme ça que ça doit se faire. On a quand même énormément de fonctionnaires en France, beaucoup plus que dans les autres pays en pourcentage. Autre sujet, Catherine Procaccia. Dimanche, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a déclaré « À partir du moment où nous réussissons à créer des postes dans le secteur privé, il peut être légitime de réduire la politique sociale sur l'emploi ». Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration ? Déjà, ce qui me surprend un peu, c'est que le ministre de l'économie annonce nous allons créer dans le secteur privé. Il me semble que ce n'est pas l'État qui crée les emplois, ce sont les entreprises. Donc il y a déjà une petite déclaration de départ qui me choque. Après, effectivement, s'il y a moins de chômeurs, on peut peut-être s'interroger sur les aides, mais s'il y a moins de chômeurs, est-ce qu'il ne faut pas non plus aider ceux qui n'arrivent pas à retrouver un emploi, continuer à les aider? Alors diminuer peut-être un peu les prestations, mais plutôt davantage cibler, regarder, et n'oublions pas que dans les chômeurs et dans le nombre de chômeurs, il y a un bon nombre qui sortent complètement de tous les circuits, et cela, il ne faut pas les oublier. Je n'y suis pas sur le fond complètement opposé, mais il faut voir concrètement par quoi ça se traduit. Merci beaucoup. Merci Catherine Procaccia d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci beaucoup Oriane et on vous retrouve tout à l'heure pour d'autres réactions de sénateurs. Et vous venez d'en parler avec votre invité. Les aides sociales sont dans le viseur du gouvernement. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a semé le trouble jusque dans sa majorité en déclarant que le gouvernement pourrait baisser les aides sociales en cas de recul du chômage. Récit et réaction avec Sandra Cerquera. L'annonce n'est pas passée inaperçue. Le gouvernement envisagerait de réduire le montant de certaines aides sociales pour respecter sa promesse de ne pas augmenter les impôts. Seraient concernées les bourses sur critères sociaux, les allocations handicapées et autonomie, les aides personnelles au logement ou encore la prime d'activité. Pour Bruno Le Maire, si le chômage baisse, il est logique de réduire ces prestations sociales qui représentent la moitié de la dépense publique. Le président du groupe LREM au Sénat se veut rassurant. Ces coupes ne concerneraient que les aides sociales à l'emploi et non le reste. Il n'est pas question de diminuer les prestations sociales des plus pauvres. Il s'agit aujourd'hui de faire en sorte que les aides à l'emploi
soient redistribués de façon plus efficace, plus équitable demain. Je ne vois pas en quoi, je dis c'est un recul. Le raccourci président des riches, je l'entends tous les jours. Moi, je vois aujourd'hui un gouvernement qui fait en sorte que l'activité économique reparte, qu'elle ne profite pas qu'aux premiers de cordée, mais qu'elle profite à l'ensemble de ceux qui travaillent aujourd'hui, de ceux qui veulent accéder au travail demain. Une réforme qui provoque déjà la colère de l'opposition de gauche, qui dénonce une politique à l'encontre de la solidarité nationale. On est face à un gouvernement qui finance sa politique à la fois de lutte contre les déficits et d'aide aux entreprises, même si ça enrichit les plus riches, sur le dos des politiques sociales, donc sur le dos aussi du contrat social et des plus faibles. Le président de la Commission des affaires sociales au Sénat estime, lui, que couper dans les aides sociales n'est pas le plus efficace. Il vaudrait mieux essayer de regarder au niveau des fraudes, qu'elles soient sociales ou fiscales. D'un côté, on parle de sommes aux alentours de 50 milliards pour le fiscal et aux alentours de 3 milliards pour le social. Donc si on faisait 53 milliards d'économies en récupérant ces fraudes-là, ce serait déjà pas mal. Pour Bercy, il ne s'agit que de pistes de réflexion, mais une chose est sûre, des coupes sont bien prévues, et ce dès 2019, dans le prochain budget examiné à l'automne prochain. En bref, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, est aujourd'hui auditionnée comme témoin assisté dans l'enquête sur le contrat encadrant le déplacement d'Emmanuel Macron, alors ministre, à Las Vegas en 2016. Elle était à l'époque directrice générale de Business France, l'agence publique à l'origine de l'opération. Le président de la République, à travers un long discours cet après-midi, a-t-il définitivement enterré le plan de Jean-Louis Borloo? Devant plusieurs centaines d'acteurs de terrain, Emmanuel Macron n'a pas été tendre avec la tradition des plans banlieues qui font la politique de la ville depuis 40 ans. Il a aussi égrené les mesures, notamment sécuritaires, avec un plan contre le trafic de drogue, mais aussi une bourse au stage pour les élèves de 3e des quartiers. Le récit d'Audrey Vieuthaz. Mise en scène, léchée. 660 représentants des quartiers populaires invités à l'Élysée pour ce qu'ils croyaient être l'annonce d'un nouveau plan banlieue sur la base de l'ambitieux rapport Borloo. Ce matin, son auteur en était même d'ailleurs toujours persuadé. C'est à la fois un plan massif de création d'emplois, massif de reconquête républicaine. Alors, Monsieur le Président, vous nous avez permis de faire tout ça. Mais dès l'entame de son discours, camouflet du président. Et je ne vais pas non plus vous annoncer un plan ville, un plan banlieue, quoi que ce soit, parce que cette stratégie est aussi âgée que moi. Deux mâles blancs ne vivant pas dans ces quartiers s'échangent l'un un rapport et l'autre disant « on m'a remis un plan, je l'ai découvert ». C'est pas vrai, ça marche plus comme ça. Pas de plan sur 3 ans, donc le président change de méthode et annonce une philosophie de travail pour plus de dignité et d'émancipation dans les banlieues. Dans son discours de plus de 2 heures, pléthore d'actions concrètes mises en place dans moins de 6 mois. On retiendra l'affectation des hébergements d'urgence hors des quartiers difficiles, un plan anti-drogue, 30 000 stages de 3e pour les quartiers populaires et des référents laïcité dans les écoles. Mais aucune annonce de déblocage de crédits spécifiques. Il n'a pas parlé d'argent, hein. Alors c'est comme ça, il vexe pas, vous me direz. Mais le problème, c'est que les communes, comment nous allons mettre en œuvre des mesures, y compris qu'il a données, mais qui se retournent contre nous. Certains félicitent cependant le mouvement impulsé par le président. Il a décrit cette planification qui est nécessaire et souligné combien la mobilisation de tous les services, santé, l'école, l'emploi, est indispensable pour donner un nouvel élan. Quant au principal intéressé, Jean-Louis Borloo, il se dit satisfait. Prochain rendez-vous fixé fin juillet avec la concrétisation du plan antidrogue annoncé aujourd'hui par le président. Alors, les annonces d'Emmanuel Macron enterrent-elles le plan Borloo pour les banlieues? Ces quartiers restent-ils une priorité pour les exécutifs? On en débat tout à l'heure à 17h30. Mais avant cela, on va tout de suite rejoindre Oriane Mancini pour poursuivre les réactions à ce plan de bataille d'Emmanuel Macron pour les banlieues. Et vous êtes avec le sénateur socialiste des Hauts-de-Seine, Xavier Iacovelli. Quelle est sa réaction aux annonces de ce midi? Oui, Tam, bonjour Xavier Iacovelli. Bonjour. Alors on a vu Emmanuel Macron faire un discours de plus d'1 heure et demie sur les banlieues. Pas de plan, mais des propositions. Quel est votre sentiment? La déception ou finalement vous vous dites que c'est un premier pas? Non, clairement de la déception. La déception pour les quartiers populaires, la déception pour les 5 millions d'habitants de ces quartiers, et puis la déception pour les élus locaux aussi qui attendaient beaucoup de ce plan Borloo, de l'application en tout cas par le président d'un certain nombre de mesures, des 19 mesures du plan Borloo. On voit que ça a accouché d'une souris. Aujourd'hui pour vous c'est un enterrement de première classe de ce plan Borloo? Ah mais c'est
On officialise aujourd'hui l'abandon de la politique de la ville et on officialise aussi l'abandon de l'État de nos quartiers populaires. C'est une évidence et c'est problématique pour nos quartiers alors que justement ils ont besoin de plus d'attention, plus d'aide. Moi je pense notamment à ce que le plan Borloo préconisait, notamment sur le plan l'investissement massif dans l'emploi. La seule réponse du président de la République, c'est 30 000 stages de 3e pour une semaine. Est-ce que c'est ça qui va désenclaver les quartiers? Est-ce que, moi je pense qu'il fallait effectivement désenclaver les quartiers aussi par une vraie politique, une reprise de la politique de transport dans nos quartiers? On n'a rien entendu. Il n'y a rien sur l'émancipation des habitants des quartiers, notamment par la culture, par le sport, par la venue aussi du service public. L'État a complètement abandonné ces quartiers. Il n'y a plus de service public, plus de postes. Toutes les postes ferment, les banques, j'en parle même pas, l'école, rien n'est fait. Donc moi, je pense qu'il y a un vrai problème d'officialisation de l'abandon de la politique de la ville. Pour vous, c'est un abandon aujourd'hui? Les banlieues ne sont pas une priorité pour Emmanuel Macron? Ah mais c'est clairement pas... C'est sa vision, en fait. C'est sa vision. On voit bien qu'il est complètement déconnecté du terrain, déconnecté de la réalité de ces quartiers. On voit vraiment qu'il est complètement imperméable en fait, à la situation des habitants de ces quartiers. Mais quand il dit qu'il ne faut pas finalement un énième plan, mais qu'il faut changer de méthode, est-ce qu'il n'a pas raison? Là où il a raison, c'est que, et les élus locaux, moi je suis élu local, donc je sais très bien que les élus locaux n'attendaient pas un catalogue de mesures, c'est pas vrai. Mais on attendait des mesures fortes, des mesures d'investissement, et notamment sur l'emploi, la culture, le sport, les transports. Aujourd'hui, il n'y a rien sur ces sujets-là. Et donc, on n'avait pas besoin d'un énième plan, on avait besoin de mesures et une vision politique claire, un cap à donner pour ces quartiers. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a ni cap, ni vision, ni politique de la ville. On vous entend sur ce qui ne va pas dans ce qu'a dit tout à l'heure Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui vous satisfont dans son discours? Écoutez, ce qui me satisfait, alors à l'encontre de ce que je disais tout à l'heure, les 30 000 stages pour les jeunes de 3e, c'est très bien. Ça ne règle pas la question du taux de chômage qui est quand même d'un quart de la population, qui monte jusqu'à 35% sur les moins de 30 ans. Donc ça ne règle pas la situation du chômage dans les quartiers. Ça règle uniquement la possibilité aux enfants de 3e pendant une semaine de trouver un stage effectivement dans des entreprises et dans l'État. Je ne suis pas sûr. Alors c'est satisfaisant pour les jeunes, pour les stagiaires d'une semaine, mais ce n'est pas ça qui va régler le problème et émanciper les jeunes. Merci beaucoup. Merci Xavier Iacovelli. On a bien compris votre déception suite au discours d'Emmanuel Macron ce matin. Merci beaucoup Oriane. On vous retrouve tout à l'heure pour d'autres réactions. Semaine cruciale pour la SNCF, selon le journal Les Échos. La question de la dette serait tranchée. Le gouvernement devrait reprendre 35 milliards d'ici 2022. Un sujet essentiel pour le Sénat qui entame cette semaine l'examen du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire en commission. Le point avec Maude Guillot. C'est peut-être un premier pas vers une sortie de crise. Selon le journal Les Échos, sur les 47 milliards d'euros de la dette SNCF Réseau, le gouvernement envisage de reprendre 35 milliards. Une opération en 2 temps, en 2020 puis en 2022. L'entreprise ferroviaire, amenée à devenir une société anonyme, devra maintenir sa dette en dessous de 12 milliards d'euros. Le gouvernement espère ainsi voir la société revenir à l'équilibre en 2022 grâce à une combinaison bien précise. Une diminution de la charge de la dette, des gains de productivité supplémentaires. L'exécutif compte aussi sur une contribution financière accrue de la filiale SNCF Mobilité. Des mesures indispensables pour le sénateur Hervé Maurey. Il faut absolument qu'il y ait une reprise de la dette de SNCF Réseau. Et il faut aussi, et là-dessus le Premier ministre a tout à fait raison, faire en sorte que cette dette, elle ne continue pas à progresser. Donc il faut qu'il y ait une reprise et il faut qu'il y ait des mesures prises pour éviter que la dette continue à croître chaque année. La reprise, au moins partielle, de la dette figurait parmi les principales revendications des cheminots. Mais pas certain que cette annonce suffise pour enliser le conflit social. Selon Pascal Pavageau, la seule issue actuelle reste le dialogue. Je répète que le meilleur moyen de sortir de ce conflit est de permettre d'avoir une négociation rapide et une négociation loyale. Et pour avoir une négociation loyale entre les interlocuteurs sociaux, il faut faire un moratoire de 3 semaines, d'1 mois sur la réforme. En parallèle, le Sénat entame aujourd'hui l'examen du projet de loi en commission pour un nouveau pacte ferroviaire, contesté par les cheminots.
C'est officiel, l'ex-patron des sénateurs socialistes, Didier Guillaume, rejoint le groupe RDSE. La fin d'un vrai faux départ de la vie politique. En janvier, il avait annoncé quitter le Sénat pour devenir président du groupement d'intérêt public chargé d'organiser la Coupe du Monde de rugby 2023. Un poste honorifique et non rémunéré. Il a donc préféré rester à la Chambre haute. Tous les détails de ce transfert sur publicsénat.fr avec François Vignal. Au Sénat, la loi de programmation militaire présente un effort budgétaire inédit pour les 7 prochaines années. Le texte, qualifié d'historique par le gouvernement, est salué par le Sénat pour qui l'intention est bonne. Il doute en revanche qu'elle puisse être complètement appliquée. Les explications de Nelson Jetten. 10 mois après la démission du général de Villiers, l'exécutif semble vouloir se réconcilier avec son armée. Adopté à l'Assemblée nationale, le projet de loi de programmation militaire 2019-2025 est arrivé cet après-midi au Sénat. Ce n'est pas un projet de loi de programmation militaire ordinaire dont nous débattons en effet aujourd'hui. Ce sont les fondations solides d'armées modernes, prêtes, équipées. Pour cela, le projet de loi fixe des objectifs, l'amélioration du quotidien des soldats, le renouvellement des équipements, mais également la création de 6000 postes civils et militaires, notamment dans le renseignement et la cybersécurité. Pour les financer, le projet de loi prévoit de porter les dépenses de défense à 2% du PIB en 2025, soit 50 milliards d'euros contre 34 milliards cette année. Pour le président de la Commission de la Défense du Sénat, cet engagement financier sera difficile à tenir. Dans les circonstances budgétaires actuelles, je considère qu'il sera très difficile de franchir ces étapes. Mais on va veiller à faire en sorte qu'il en soit ainsi, et en espérant que les circonstances budgétaires de l'époque nous permettront de tenir ces engagements, car ces renouvellements de matériel et cette amélioration des conditions de vie de nos troupes sont absolument nécessaires. Après l'examen du texte en séance, le vote solennel de ce projet de loi aura lieu le 29 mai au Sénat. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 autour de la loi de programmation militaire qui présente un effort budgétaire inédit, qui tranche avec le quinquennat précédent. Alors ces priorités sont-elles les bonnes dans un contexte stratégique de plus en plus tendu? Comment le Sénat veut-il infléchir ce texte? On en débat avec nos 4 invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir le colonel Jérôme Pellistrandi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de la revue de référence Défense nationale. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Rachid Temal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste du Val-d'Oise, secrétaire de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. Également avec nous Cédric Perrin. Bonjour. Bonjour, vous êtes sénateur LR du territoire de Belfort, vice-président de la Commission de la Défense et des Affaires étrangères. Enfin, avec nous, le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. On va en débattre dans un instant, mais tout d'abord, on va faire un petit tour par l'hémicycle du Sénat où nous attend Saveria Rojek qui suit pour nous les débats sur la loi de programmation militaire. Comment se déroulent ces débats dans l'hémicycle ? Eh bien, Tam, la discussion générale vient tout juste de s'achever derrière moi. La discussion des articles vient donc de commencer pour ce texte. Un texte qui, on le sait, présente un effort budgétaire inédit pour les années 2019 à 2025. Un texte qualifié d'historique, bien sûr, par le gouvernement. Inédit car selon les engagements du président de la République, selon les engagements d'Emmanuel Macron, des engagements rappelés à l'instant à la tribune par la ministre Florence Parly, l'effort est porté donc à 2% du PIB. On connaît les chiffres, 2% du PIB d'ici 2025, des investissements massifs dans les armées donc, mais également et avant tout une réponse aux menaces qui pèsent sous le pays. C'est ce qu'a rappelé à l'instant Florence Parly. La réponse à ces menaces, c'est cette première loi en expansion depuis 1945 selon les mots de la ministre. Alors côté Sénat, côté Sénat, on salue cette intention. Christian Cambon, le président de la Commission de la Défense, rapporteur de ce projet de loi, estime que ces priorités sont les nôtres. La Commission partage vos ambitions. Il nous faut garder un modèle complet d'armée. Pour autant, le président de la Commission de la Défense n'a pas manqué de souligner certaines inquiétudes également pointées par la Commission de la Défense, notamment le calendrier, car les efforts arrivent tard et notamment en fin de mandature. Voilà, Tam, donc pour ce texte dont l'examen des articles vient tout juste de débuter derrière moi. Merci beaucoup Saveria pour toutes ces explications et on vous retrouve tout à l'heure pour suivre la séance bien sûr. Et
on va commencer le débat sur ce plateau. Alors, cette loi de programmation militaire va courir sur 7 ans, 2019-2025. Elle relance indéniablement l'effort de défense de la France, des crédits à hauteur de 300 milliards pour les 7 prochaines années. Les ressources des armées qui doivent augmenter d'un quart, plus 23%, nous dit-on. Est-ce que c'est pour vous un motif de satisfaction, Général Trinquant ? Oui, c'est un motif de satisfaction. On peut naturellement faire toujours plus, mais il faut se placer dans le cadre stratégique et sans se reporter à 1945. Depuis, disons, les années 90, dividendes de la paix, le budget de la défense n'a pas cessé de baisser, les effectifs n'ont pas cessé de baisser, et brutalement, avec la menace qui est vraiment perceptible, y compris dans nos rues depuis 3 ans, on a réaugmenté les effectifs. C'est dû aux attentats terroristes de 2015 aussi. Voilà, mais on n'a pas réaugmenté la loi de programmation. Il y a eu des rustines qui ont été mises jusqu'à maintenant. Le budget 2018 aujourd'hui ne fait pas partie de la loi de programmation, donc on est en train de parler là de ce qui va se passer en 2019 et après. Et là, il y a une perspective qu'il faut saluer. Les gens prennent comme anodin le fait qu'on décide d'avoir une armée qui ait un spectre très large d'engagement, c'est-à-dire être capable de faire quasiment tout, alors que beaucoup parlaient de mutualisation en Europe, etc. C'est dans cette perspective-là, donc augmentation léger des effectifs, 6 000 hommes, augmentation du budget pour arriver à 50 milliards en 2025, et puis surtout avoir une vision globale qui permet à la France encore d'intervenir comme elle le fait aujourd'hui. Donc un véritable motif de satisfaction. Colonel Pellistrandi, c'est aller très vite, il y a des objectifs précis et en même temps dans la durée avec cette loi de programmation ? Oui, tout à fait. Alors, il faut souligner d'abord qu'il y a eu un travail effectué l'automne dernier avec la revue stratégique qui a décrit les grandes menaces et les ambitions de la France et cette loi de programmation militaire qui donc va normalement être mise en route très rapidement et avec des réalisations très concrètes, en particulier, comme l'a rappelé la ministre, c'est aussi une loi à hauteur d'homme, c'est-à-dire donner aux soldats, marins, aviateurs, les moyens de remplir les missions que la France leur a confiées. On peut également juger, Cédric Perrin, que c'est une inflexion claire par rapport au quinquennat précédent où les armées ont été à la peine, mais aussi peut-être par rapport au début du quinquennat. On se rappelle de cette crise l'été dernier avec cette coupe de 850 millions d'euros qui avait déclenché la colère du chef d'état-major, le général de Villiers, son rappel à l'ordre par Emmanuel Macron. Sa démission, cette crise ouverte ? Oui, moi je voudrais quand même relativiser un certain nombre des propos, notamment du général Trinquant. Évidemment, il y a une source de satisfaction compte tenu de l'augmentation du budget, c'est une évidence et personne ne peut le nier. Mais enfin, il ne faut quand même pas oublier que la bosse budgétaire telle qu'elle est décrite et prévue dans la LPM est une bosse budgétaire qui doit intervenir à partir de 2023, qui a une clause de revoyure à cette LPM en cas de retour à meilleure fortune de notre pays. Et donc le budget qui sera consacré à la défense entre aujourd'hui et 2023 est de 195 milliards d'euros et que d'ici à 2025, il devrait être de 298 et pas 300, parce que 2 milliards, ce serait important pour la défense. Vous n'y croyez pas, pour vous c'est une promesse. Je ne dis pas que j'y crois pas, je dis juste que les efforts les plus importants seront à faire une fois le nouveau président de la République élu en 2022, donc c'est quand même un point important, mais je peux comprendre que vous soyez extrêmement convaincu par cette LPM. Vous avez soutenu Emmanuel Macron pendant la présidentielle, vous avez été son conseiller, donc c'est normal que vous disiez que vous y êtes favorable et que vous êtes extrêmement satisfait. Pour ce qui nous concerne, nous sommes extrêmement inquiets parce que nous pensons que ça sera compliqué. Mais personne ne nie le fait que la trajectoire soit bonne et qu'il était nécessaire, si on voulait retrouver une armée telle que celle que nous avons perdue ces 20 dernières années, parce qu'il faut être réaliste, tous les gouvernements précédents, les dividendes de la paix, vous l'avez rappelé mon général, ont fait que chacun a cru vivre dans un monde de paix. Or, aujourd'hui, il est nécessaire de revenir à un niveau satisfaisant, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Oui, Rachid Temal, peut-être sur la question que je posais, est-ce qu'avec cette loi de programmation, l'exécutif s'est réconcilié avec ses armées alors qu'il y a quand même eu ce grand moment de tension l'été dernier avec la démission du chef d'état-major, le général de Villiers ? Enfin, ça, c'est à l'exécutif de voir ça. Moi, je ne suis pas concerné par l'exécutif. Ce qui est important, c'est effectivement cette loi s'inscrit dans un cadre, et chacun l'a pu le rappeler, je veux dire, aujourd'hui, de tensions internationales. Aussi, il ne faut pas l'oublier, de sortie des Britanniques de l'Union européenne. Je pense que tout ça aussi va peser et que la France restera, après la sortie, la seule puissance à la fois au niveau du Conseil de sécurité et avec une capacité de défense globale. Et donc il y a ce volet-là important et je partage ce qu'a dit mon collègue sénateur Territoire de Belfort, c'est-à-dire que c'est en termes d'intention une vraie promesse
Et donc nous, socialistes, nous déposons un certain nombre d'amendements pour aller aussi dans ce sens-là. Je veux dire, la question des opérations extérieures, le matériel, effectivement, les conditions de vie d'hommes et de femmes. Et nous aussi, on y rajoute des éléments sur l'égalité femmes-hommes, puisque nous sommes la 2e armée en termes de présence féminine au niveau européen, donc c'est pas neutre, il faut le noter. Tout ça, oui, mais il faut encore que maintenant, on aura le débat dans l'hémicycle, et surtout qu'encore une fois, qu'après 2022, tout ça puisse se poursuivre. Et c'est je crois, c'est, je pense, la clé importante de notre débat. Cédric Perrin, je vous redonne la parole parce que vous n'allez pas pouvoir rester très longtemps avec nous car vous allez devoir partir dans l'hémicycle. Un mot tout de même sur les apports du Sénat justement pour répondre aux inquiétudes que vous venez d'évoquer. Qu'est-ce que le Sénat propose de changer? Est-ce que plus de fermeté peut-être sur l'exécution du budget? Ce que demande le Sénat et ce qui est important pour nous, tout groupe confondu je pense, c'est de pouvoir exercer son pouvoir de contrôle. Et ça c'est un point qui pour nous est très important parce que si toutes les lois de programmation militaire ces dernières années n'ont pas été appliquées correctement, conformément en tout cas à ce qu'elles avaient été, à la manière dont elles avaient été votées. Pourquoi? Parce que l'ennemi de la LPM, c'est Bercy. Et en général, Bercy, à chaque année en fin de session budgétaire, fait des coupes franches. Donc nous, on a besoin d'avoir des éléments qui nous permettent de contrôler significativement l'exécution de cette LPM. Et je pense qu'on a déposé un certain nombre d'amendements pour essayer d'obtenir des documents qui nous permettront d'avoir un contrôle efficace. Il y a d'autres éléments, notamment par exemple, et ce sera l'objet d'un débat en séance très, très prochainement, tout ce qui concerne les procédures d'acquisition de matériel militaire. Nous, on pense qu'il est nécessaire de les simplifier, de faire en sorte qu'un certain nombre de transcriptions de directives européennes qui ont été évidemment comme d'habitude en France surtransposées reviennent un petit peu à plus de réalité. Donc on n'est pas d'accord avec le gouvernement sur ce point-là et notamment avec la DGA, mais ce sera l'objet de débat tout à l'heure. Donc voilà, je vois qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nous on veut clairement au Sénat apporter notre pierre et je pense que la question du contrôle de la bonne mise en œuvre de la LPM est un point pour nous absolument essentiel. J'ajoute aussi que vous souhaitez accroître le pouvoir de contrôle du Parlement, notamment la délégation au renseignement. C'est un amendement également. Absolument, c'est aussi un point de friction avec le gouvernement et le portons collectivement. Voilà. Je suis désolé, je dois vous abandonner. Mais... Je vous en prie. Général Trinquant, je vous voyais plutôt acquiescer à ce que disait Cédric Perrin. D'abord, le diable se cache dans les détails, donc il faut regarder de près les choses. Ensuite, il faut rappeler que c'est une loi de programmation et qu'il y a eu de nombreuses lois de programmation qui perdaient jusqu'à une annuité en 5 ans. C'est-à-dire qu'il y avait 1 an de budget par érosion successive qui n'arrivait pas au bout de quinquennat. Donc il est important que chaque année, on remplisse bien budgétairement les moyens qui ont été planifiés pour les 5 ans à venir. Je voudrais juste revenir sur le point de la fin. Évidemment, c'est une question que tout le monde se pose. Le problème, c'est qu'il y a une autre loi qui s'appelle la loi de finances et que la loi de la programmation qui est annuelle, exactement. Et donc là, on rentre la loi de finances, mais aussi la programmation financière, qui fait que si vous voulez, la fin de trajectoire qui est après la présidence, on l'avait fait remarquer pendant la campagne. Ben oui, mais ça a été voté avant, et donc on n'arrive pas à augmenter dans la loi de programmation militaire autant qu'on voudrait le budget. Et là, il y a effectivement des arbitrages qui ont dû être faits. Le colonel Pellistrandi, ensuite monsieur Temal. Oui, on le voyait sur ces images. Il faut voir par exemple qu'il y a des moyens que nous utilisons tous les jours en opération qui ont un demi-siècle. Les avions de ravitaillement en vol sont entrés en service en 1964. Qui aujourd'hui accepterait de partir en vacances dans un avion datant de 1964? Et c'est la réalité. Je voudrais juste rappeler aussi un point, et ce qui rend compliqué une loi de programmation militaire et son exécution, c'est qu'il y a des décisions de court terme et des décisions de long terme. C'est-à-dire que, par exemple, dans la prochaine période couverte par la loi de programmation, vont arriver en service des moyens qui ont été déjà commandés il y a quelques années. Donc c'est aussi pouvoir gérer le temps long, et c'est là où le Parlement a effectivement un rôle majeur à jouer pour bien contrôler que les choix qui ont été faits les années précédentes, qui vont être faits maintenant et qui seront faits demain, seront menés jusqu'au bout. Rachid Temal. On veut dire que globalement, il y a de bonnes choses dans cette loi, et donc nous avons des amendements qui améliorent, et certains l'ont dit, je veux dire, les matériels, le personnel, et ce qu'on dit les uns les autres, on partage. Mais je peux me permettre 2 remarques. La première, c'est que, et vous l'avez dit, Général, c'est qu'à un moment donné, tout ça s'ajoute à d'autres choses. Par exemple, les 26 milliards de taxes d'habitation. Et puis d'autres choses qui s'ajoutent. Là, on l'a vu tout à l'heure, l'annonce sur la SNCF, etc. À un moment donné, le gouvernement additionne beaucoup de dizaines de milliards. Et quand, dans le même temps, il dit « je ne peux rien augmenter, je ne veux pas augmenter d'impôts »,
pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, il y a peut-être des glissements à la fin qui peuvent nous inquiéter. Deuxième élément. Pour vous, quoi, il y a un double discours d'une contradiction? Non, c'est pas un double discours, c'est que c'est une réalité. C'est-à-dire que quand vous additionnez toutes les annonces du gouvernement et qu'il y a effectivement un certain nombre de trajectoires budgétaires, il y aura une contradiction pour le gouvernement à un moment donné. C'est-à-dire que soit tout ce qu'il a promis et la croissance ne permettra pas d'amortir tout cela, que les choses soient bien claires, et tous les économistes, même ceux qui travaillent avec le gouvernement, vous le disent. Donc à un moment donné, il faudra faire des choix. C'est ça que le gouvernement est appelé à faire des choix le moment venu. Et donc le risque, c'est que cette loi soit également objet de choix négatifs. Et deuxième élément, vous voyez, on porte, nous, l'ensemble des groupes d'ailleurs, plus de contrôle du Parlement. Et ça va là aussi en contradiction avec ce que propose le gouvernement sur la réforme des institutions. Puisque nous, on dit bien, si on veut que la loi de programmation militaire soit respectée, en tout cas qu'on puisse porter cela, il faut qu'encore que les parlementaires puissent jouer leur rôle. Et donc ça va là aussi en contradiction avec le projet du gouvernement de réduire très sensiblement le rôle du Parlement. Alors même qu'Emmanuel Macron a dit que la mission de contrôle du Parlement était centrale. Oui, et en même temps, mais c'est toujours le principe de ce gouvernement-là, c'est qu'en même temps, il faut autre chose, les paroles et les actes. Alors, on va peut-être revenir vraiment sur les grandes priorités de cette loi de programmation. Vous avez commencé à en parler. Sont-elles les bonnes? On parle notamment de la modernisation des parcs et des flottes, véhicules blindés, les engins de reconnaissance et de combat, les fusils d'assaut, les missiles. On a donc un gros problème d'équipement dans l'armée française. Oui, il y a un gros problème d'équipement, ça a été rappelé tout à l'heure, des équipements qui ont énormément vieilli. Ce sont les dividendes de la paix. Je rappelle qu'après, on était persuadé que la paix serait éternelle devant nous, et donc on n'a pas eu besoin de s'en préoccupé pendant longtemps. On s'en est pas préoccupé à l'instant, ce qui a des effets à terme. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, trop tard, qu'on avait reporté des crédits qui auraient dû être mis, et donc les matériels ont été vieillissants. Je voudrais juste donner un chiffre. Un VAVB, véhicule de l'avant blindé, véhicule qu'on voit à peu près partout, lorsqu'il est en France, il était fait, les pièces étaient faites pour durer, mettons, des pièces étaient faites pour durer 10 mois. Lorsqu'il était en Afghanistan, c'était 1 mois. Et au Mali, c'est 1 semaine. C'est vous montrer l'accélération de l'utilisation de ces matériels. Et donc aujourd'hui, l'effort qui a été porté, c'est d'abord sur les matériels, j'allais dire, classiques. La dissuasion nucléaire attendra un petit peu. Et là, le programme Scorpion, par exemple, c'est celui qui va remplacer les engins sur lesquels nous avons été formés il y a plus de 40 ans. Donc aujourd'hui, enfin, des matériels nouveaux vont arriver, avec la numérisation en plus. Et puis surtout, il faut bien se dire que les matériels vieillissants, ça finit par coûter très cher, parce qu'il faut les réparer énormément, et ça coûte beaucoup plus cher que d'avoir des matériels neufs. Alors la ministre des Armées a aussi parlé d'une loi de programmation militaire, je la cite, à hauteur d'homme pour redonner du souffle aux armées. Dans la loi de programmation, l'accent va aussi être mis sur la solde des soldats, le plan famille, un certain nombre de crédits qui sont alloués à ces points. Ça aussi, c'est fondamental aujourd'hui? Oui, c'est tout à fait important, parce que le quotidien du soldat, c'est également la capacité de le préparer pour les opérations. Et cela veut dire que nos soldats, marins et aviateurs, doivent pouvoir se préparer, s'entraîner et vivre dans de bonnes conditions. Vous prenez par exemple la question des logements. Je voudrais souligner 2 points particuliers. Par exemple, le fait que nos casernements où logent nos soldats doivent être rénovés. Certains ont plus d'1 siècle. Et en même temps, par exemple, pour la région parisienne, il y a un manque flagrant de logements pour nos soldats, nos sous-officiers et nos officiers. C'est le drame de l'opération Sentinelle. Par exemple. D'ailleurs, il y a un amendement du Sénat pour renforcer les crédits à allouer au rénovement et à la mise en place de ces logements. Tout à fait. Autre point particulier, comme l'a souligné la ministre, alors, c'est pas spectaculaire par rapport à un programme comme le prochain porte-avions, mais c'est par exemple les tenues de combat, les treillis pour les soldats qui doivent être performants et pour lesquels les soldats doivent y avoir accès sans qu'il y ait de rupture de stock. Donc voilà des points très concrets pour cette prochaine loi de programmation. Et justement, je voudrais vous faire réagir. Il y a de très nombreux témoignages, surtout de femmes, de militaires, qui parlent des problèmes de leur mari. Je vous lis le témoignage d'Élise S., femme de militaire. Elle dit « Les soldats ont fini par mettre des bouteilles en plastique coupées en 2 en guise de semelles. On a acheté des bandoulières de FAMAS, des gilets pare-balles, plusieurs treillis et des sacs, car l'armée ne les renouvelle que tous les 3 ans. Si le vôtre est troué, il faut bien en racheter un.
Oui, non, je voudrais juste agir sur ces problèmes. Les problèmes des conditions des soldats sont extrêmement importantes dans une société qui n'a plus l'habitude de la rusticité et de la dureté. Et recruter nos soldats en les mettant dans des situations trop difficiles, là je reviens sur le point qu'a dit le colonel Pellistrandi, sur la vie au quartier. Parce que les soldats, quand ils sont en opération, généralement, ça se passe bien. Ils sont dans l'action, ils remplissent leur métier et ça va bien. C'est lorsqu'ils reviennent en France que si les conditions sont trop dégradées, il y a un problème. Or, vous le savez, les militaires professionnels, normalement, nous souhaiterions les garder 7 à 8 ans. Et en fait, la réalité, c'est qu'ils font moins de 5 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils s'usent. Sur le dernier point, sur les matériels usagés et les réactions des épouses, je suis en contact avec beaucoup de militaires. En opération, on a toujours eu des difficultés comme ça. Ce n'est pas fait pour... Il ne faut pas les accepter, mais il y a maintenant des crédits qui permettent d'accélérer considérablement les processus quand les gens sont en opération et de les doter rapidement lorsqu'ils sont en opération. Moi, mon souci, c'est plutôt la vie en France et au quartier. Rachid Temal. Non, mais moi je ne peux que partager cela. Après, je reviens un instant Après, sur... ce témoignage est quand même assez fort sur... Et c'est pour ça que, à la fois le texte, que tout n'a pas commencé avec cette loi de programmation militaire. Parce que j'ai entendu que tout était historique, tout ça. En fait, ce n'est que la 13e. Je le rappelle, pour que tout le monde soit à peu près au clair sur ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des lois de programmation militaire, à chaque fois plus historiques les unes que les autres, mais qu'il faut aussi améliorer les choses. Et là-dessus, c'est pour ça que, et dans le texte, et parmi les amendements, nous proposons effectivement une capacité à intervenir plus rapidement. Mais il faut aussi rappeler des choses. Il y a effectivement les dividendes de la paix, et puis ce qui s'est accéléré dans ces quelques dernières années. L'explosion, d'actes de terrorisme, d'États avec qui il y a quelques soucis, l'obligation pour la France d'intervenir dans un certain nombre de terrains, voilà, ça reste une des grandes puissances aujourd'hui en capacité à intervenir. Donc c'est vrai que ça ajoute beaucoup de responsabilités à notre pays. C'est pour ça que nous souhaitons que la France reste cette grande puissance militaire pour agir pour la paix. Donc ça, c'est vrai que c'est un enjeu majeur également en termes de projection de ce que doit être à la fin de cette loi de programmation militaire. Colonel Pellistrandi. Oui, pour compléter, et vous le savez bien, la France est l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. C'est-à-dire qu'elle a une responsabilité auquel elle ne peut pas contourner. Et qui pose d'ailleurs le problème du leadership de la défense en Europe, parce que effectivement, de par notre position, nous devons être en mesure d'être leader, d'être la locomotive. Et là aussi, ça va être un des enjeux de cette loi de programmation, de discuter avec nos partenaires européens sur cette thématique. Oui, alors, pour compléter, j'allais dans votre sens, c'est vrai qu'il y a quand même 2 non-dits. Il y a la question du budget européen, en tout cas, de la capacité d'intervention. Je sais bien, c'est un vieux débat, mais c'est quand même... Sauf que c'est aussi, ça reste toujours devant nous. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et l'autre élément, c'est que l'effort militaire que mène la France part bien souvent aussi au bénéfice des Européens. Sa question de son intégration dans les comptes transmis chaque année, en tout cas au niveau européen, parce que c'est aussi un élément. C'est-à-dire que ce poids militaire-là pèse dans nos comptes, qui n'est pas toujours le cas dans d'autres pays européens, et je pense que ça aussi, c'est un élément qu'il faut regarder. Le problème européen est central. Tout simplement pourquoi ? Parce que les Européens n'ont pas la même perception que la France de la menace. Pour les 3 quarts des Européens, la menace, elle est à l'Est, elle n'est pas au Sud. Les interventions dans le Sahel, on a réussi à mobiliser un petit peu les Allemands, les Britanniques nous ont aidés, mais les autres trouvent que finalement la menace, c'est la Russie. En plus, quand vous avez un président américain qui en rajoute, si j'ose dire, en disant c'est pas 2%, mais 4% du PIB qu'il va falloir mettre pour arriver, si vous voulez que je continue à travailler avec l'OTAN, d'une certaine façon, ça nous aide. Parce que l'éloignement américain de l'OTAN et de l'Europe va peut-être créer un choc chez les Européens qui vont se dire il va peut-être falloir travailler ensemble. Aujourd'hui, il y a des choses qui progressent dans ce domaine-là. Aujourd'hui, dans le budget européen, il y a une partie défense non négligeable. Il y a une partie recherche et innovation qui a augmenté considérablement. Donc, mais si vous voulez, montrer le chemin est un peu difficile, surtout au moment, comme vous l'avez souligné, du Brexit, où les Britanniques s'en vont. Or, les Britanniques et les Français étaient les seuls à avoir cette capacité de corps expéditionnaire, j'allais dire. Les Allemands ne l'ont pas du tout. Et les autres regardent ça d'un œil un peu inquiet. Donc, il y a un énorme travail dans le domaine protection défense en Europe à faire, et dans lequel on doit être vraiment, les Français, des avocats, et on l'est en étant présent sur le terrain. On ne peut pas dire faites-le, on dit venez avec nous, ce qui est un peu différent. C'est la problématique du premier de cordée.
Pour conclure, je voudrais qu'on sorte un tout petit peu de la loi de programmation militaire, parce qu'on était aussi sur la question du moral des armées. Et il y a quelque chose qui a bien abîmé ce moral ces dernières années, ce sont tout de même les ratés du logiciel Louvois, avec des militaires qui n'ont pas été payés pendant des mois, d'autres qui ont été trop payés, qui avaient dépensé de l'argent au moment où on est venu le leur réclamer. Est-ce qu'on a avancé sur ce dossier qui n'est pas un petit dossier, un mince dossier, il est essentiel pour la vie de très nombreux militaires? Non, alors le problème de Louvois, ça rentre typiquement dans ce que nous traitions tout à l'heure, c'est-à-dire la condition des militaires. Parce que ça a eu des conséquences innombrables. Voilà. Entre ceux qui étaient trop payés, donc trop imposés, qui devaient rembourser, mais on ne leur remboursait pas les impôts, et ceux qui n'étaient pas assez payés et qui se retrouvaient sans rien du tout, il y a eu un dysfonctionnement absolument total. Ouais. Un dysfonctionnement majeur, et normalement les répercussions, elles sont jusqu'en 2021, colonel Pellistrandi. Heureusement, ceux qui ont été trop payés ne constituent pas la majorité. Certains se sont achetés des appartements avec... Le vrai problème est que nous avons des militaires qui n'ont pas été payés. La même problématique se serait passée à l'éducation nationale ou à la SNCF. Je ne vous dis pas l'ampleur de la protestation. Il faut souligner que le commandement, et je parle des militaires, des officiers, ont assumé en trouvant des moyens pour débloquer des fonds, pour dépanner, parce qu'on en était au dépannage. Parce qu'il y avait pour des familles, eh bien à la fin du mois, vous receviez votre bulletin de solde de salaire avec marqué 0 €. Vous faites comment avec votre banque? Louvois a été un désastre technique, financier et moral. Là. Et l'armée s'est tue là-dessus. La grande muette pour de très nombreux militaires. Ils se sont battus, mais en silence. Bien, merci beaucoup d'avoir tous les trois participé à ce plateau. Merci beaucoup, colonel Jérôme Pellistrandi. Merci beaucoup, général Trinquant. Merci beaucoup, Rachid Temal. Et on continue le multiplex pour rejoindre Clément Perrot en direct de la manifestation de la fonction publique à Paris. Les personnalités politiques de gauche sont venues apporter leur soutien aux manifestants. Vous y étiez d'ailleurs tout à l'heure, Rachid Temal. Exactement. Clément, c'est à vous. Oui, alors même s'ils n'ont pas manifesté côte à côte dans le cortège, effectivement, les leaders des principaux partis de gauche sont présents aujourd'hui à cette manifestation, que ce soit la France Insoumise, le Parti communiste ou encore le Parti socialiste. On voit que quand il s'agit de défendre la fonction publique, il y a encore un vrai consensus à gauche. Alors je vous propose d'écouter d'abord Pierre Laurent, sénateur de Paris et secrétaire général du Parti communiste, et puis juste après Olivier Faure, le nouveau premier secrétaire du Parti socialiste. Et ce qui importe pour nous, c'est que surtout la politique nationale change. La convergence des luttes nécessaires n'est pas un objectif en soi. C'est parce que nous voulons faire reculer le gouvernement. Le gouvernement n'écoute personne. Il n'écoute pas les fonctionnaires, il n'écoute pas les salariés du privé, il n'écoute pas visiblement les habitants de banlieue. Il faut bien s'unir ensemble pour dire c'est le cap général du pays qui doit changer. Aujourd'hui, le gouvernement d'Emmanuel Macron est en train de mettre à mal le service public. L'intérêt général, ce sont des services qui aujourd'hui rendent au quotidien service à l'ensemble des Français. Moi je souhaite que nous évoluions, que nous puissions consolider le service public, mais pas que nous l'affaiblissions comme c'est le cas aujourd'hui. Nous viendrons à chaque fois que les causes nous paraissent justes, et même y compris quand nous sommes accueillis fraîchement, parce qu'il y a des sujets, des causes qui valent plus que nos propres personnes. Et donc moi je ne crains rien, sinon les projets qui sont aujourd'hui menaçants pour ce que les Français veulent défendre, parce qu'il y a un modèle social français à défendre aujourd'hui. Voilà, et Olivier Faure qui a également précisé que le Parti socialiste ne participera pas au prochain rassemblement de la gauche qui sera organisé samedi prochain par la France Insoumise. Pour ce qui est de la participation à cette manifestation, elle est globalement décevante. Selon l'Institut indépendant Occurrence, il y a 16 400 manifestants aujourd'hui à Paris. C'est près de 3 fois moins que lors du rassemblement du 22 mars dernier. Rassemblement, il est vrai, auquel avaient participé massivement les cheminots qui sont beaucoup moins présents aujourd'hui. On voit surtout ici des enseignants, du personnel hospitalier, des facteurs, mais aussi des étudiants. Et il est vrai que la météo, vous le voyez, n'est pas vraiment aujourd'hui du côté des manifestants. Il y a de l'orage sur Paris. Merci beaucoup Clément.
Et on passe à l'ouragan politique qui vient de frapper l'Italie. Les nationalistes de la Ligue se sont alliés aux populistes du mouvement 5 étoiles fondé par Beppe Grillo pour gouverner. Leur ciment l'euroscepticisme, la Commission européenne a d'ores et déjà mis en garde contre les dérapages budgétaires. Explication de Flora Sauvage. Laissez-nous gouverner. C'est le message que les chefs de la coalition populiste et anti-système à la tête de l'Italie ont adressé à leurs voisins européens. Après que le vice-président de la Commission européenne a exhorté le prochain gouvernement italien à une politique budgétaire raisonnable. Nous lisons avec intérêt et parfois avec stupeur les déclarations qui arrivent de la part de ministres d'autres pays, de la part de commissaires européens qui se disent inquiets. Ils n'ont pas de quoi s'inquiéter. La coalition a prévu d'instaurer un revenu universel de 780 € par mois, de baisser les impôts et de renoncer à retarder l'âge de la retraite. Un programme qui va coûter entre 100 et 170 milliards d'euros. Sachant que la dette de l'Italie s'élève à 2300 milliards d'euros, les partenaires européens ont fait part de leur inquiétude. Je veux le dire au niveau international, laissez-nous commencer à gouverner et ensuite, si vous voulez, critiquez-nous. Mais laissez-nous commencer notre travail. Ce sera un gouvernement peut-être inattendu, mais élu. Le mouvement 5 étoiles et la Ligue ont proposé lundi Giuseppe Conte, un juriste de 54 ans, pour diriger le premier gouvernement populiste en Italie. Le président italien, Sergio Mattarella, a demandé de nouvelles consultations aujourd'hui, avant de décider s'il accepte ou non de le nommer à la tête du Conseil. Et pour revenir sur la situation en Italie, mon invitée est Ludmila Accone, historienne, chercheuse associée à l'Université Paris 1 et spécialiste de l'Italie contemporaine. Le face-à-face, c'est tout de suite. Ludmila Accone, bonjour. Bonjour. Alors, Luigi Di Maio, chef de file du mouvement 5 étoiles, a annoncé avoir proposé au président italien le nom de Giuseppe Conte pour diriger le gouvernement d'alliance avec la Ligue, l'extrême droite. Que sait-on de lui? C'est un illustre inconnu, y compris pour les Italiens? Alors, c'est un professeur d'économie à l'Université de Florence qui a un curriculum vitae international, qui a fait partie de beaucoup de commissions de travail sur des questions économiques. Donc, mais effectivement, il est inconnu pour la plupart des Italiens. Alors, du coup, c'est justement la grande inconnue. Et on a appris que le président Sergio Mattarella attend avant de donner son accord, son aval. Pourquoi ? Probablement pour deux raisons. La première, parce que dans cette négociation, on a totalement renversé les procédures habituelles. Il est normal que ce soit le président de la République qui désigne le président du Conseil, qui à son tour forme le gouvernement, qui doit ensuite être entériné par les chambres des députés. Or ici, ça s'est passé exactement à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a un programme de gouvernement qui a été fait par deux partis mouvements qui ont proposé par la suite un nom de président du Conseil. Donc, dans un premier temps, Mattarella a voulu réaffirmer ses prérogatives déjà dans un discours et ensuite, effectivement, il attend. Il y a aussi des questions sur le programme et sur la faisabilité du programme qui doivent être validées par le président de la République. Plus largement, comment s'est passée la mise en place de cette alliance entre les nationalistes de la Ligue et les populistes du mouvement 5 étoiles? Sur quoi ont-ils fondé leur accord? Alors, le tournant a été au moment où Berlusconi a décidé de faire ce qu'on appelle un pas en arrière. Parce que Salvini faisait partie d'une coalition de centre-droit avec Berlusconi. Or, contrairement à ce qu'il pensait, c'est Salvini qui a eu plus de voix que Berlusconi aux élections. Ce qui a changé tout l'équilibre des forces. Le mouvement 5 étoiles ne pouvait pas s'allier avec Berlusconi puisque c'est un parti anticorruption qui veut faire, qui a dans son programme d'ailleurs des mesures anticorruption et contre le conflit d'intérêts. Donc c'est à partir de ce moment-là que ça a été changé. Les deux partis font appel aux citoyens. Ils ont tous les deux cette posture qui est celle de dire ça doit se décider d'en bas. Et c'est parce qu'en bas, effectivement, la colère gronde dans la population italienne. Et à partir de cette alliance, de cet accord de gouvernement, c'est une volonté de répondre aux citoyens. C'est ce qu'ils disent, les deux protagonistes. D'ailleurs, le ciment qu'il y a aussi entre ces deux mouvements, c'est un virulent euroscepticisme. C'est ce qui inquiète beaucoup en Europe. De quelle façon l'Europe déçoit-elle aujourd'hui les Italiens et de quelle façon les a-t-elle poussés à voter aux extrêmes? Il y a d'un côté la question de l'austérité qui a été très mal vécue par une grande partie des Italiens. Et il y a aussi la question qui a été soulevée de l'immigration.
Mais ce n'est pas la seule, c'est surtout dans le Nord, autour de Salvini, autour de la population qui a voté la Ligue, qu'il y a un très grand mal-être par rapport à l'immigration. D'une façon générale, on sait que la pauvreté a augmenté très fortement, que les accidents du travail aussi mortels ont augmenté très fortement et que la situation générale n'est pas très bonne au vu d'un certain nombre de citoyens. Alors immédiatement, cette situation italienne inédite a provoqué des réactions dans toute l'Europe et notamment en France. Eh bien, Bruno Le Maire ce week-end a appelé Rome à respecter ses engagements européens. Je vous propose d'écouter le ministre de l'économie puis vous commentez juste après. Si le nouveau gouvernement prenait le risque de ne pas respecter ses engagements sur la dette, sur les déficits, mais aussi sur l'assainissement des banques, c'est toute la stabilité financière de la zone euro qui serait menacée. Nous sommes à un moment, je le redis, où chacun doit sereinement, lucidement prendre ses responsabilités. Ne pas respecter ses engagements, ne pas continuer à assainir les banques italiennes, comme cela a été fait depuis plusieurs années. Le gouvernement italien a eu le courage de prendre des décisions pour assainir ces banques. Ne plus continuer à le faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire menacer la stabilité financière de la zone euro, menacer les économies de tous les épargnants européens. On vient donc d'entendre l'avertissement de Bruno Le Maire. Il y a eu la réponse très rapidement du président de la Ligue. Il a dit « Occupez-vous de la France ». Est-ce qu'on va vers l'affrontement? À l'évidence, eh bien, l'Union européenne rentre dans une zone de turbulence avec cette situation italienne. Eh bien, Salvini a dit cela. En même temps, il a dit aussi « Ne vous inquiétez pas ». Ça, c'est son Di Maio, de son côté, aussi a essayé de rassurer. Le chaud et le froid, alors. Ce qui peut inquiéter. Alors, il y a deux choses, effectivement. Il y a une affirmation de souveraineté nationale dans ce contrat de gouvernement à plusieurs reprises. Et il y a aussi, il est prévu aussi de renégocier, de penser, de renégocier les traités. Donc il y a un projet de penser à renégocier. Ce n'est pas encore sur la table, mais le projet de trouver la solution pour renégocier ces traités. Donc c'est effectivement quelque chose qui ne va pas dans le sens de l'Europe actuelle. Est-ce qu'on peut imaginer que l'Italie sorte de l'euro? La Ligue estime que l'euro, je la cite, c'est une expérience économique et sociale erronée. Elle prône une série de réformes et à terme, elle veut une sortie coordonnée avec d'autres pays. Alors on imagine que c'est peut-être pas pour tout de suite, mais ça peut quand même être sur un projet à moyen ou à long terme. Disons que lors de la fermeture de ce contrat de gouvernement, les deux partis ont fait un peu machine arrière par rapport à leurs déclarations précédentes. Ils ont rassuré, ils ont dit qu'il s'agit de renégocier un certain nombre de points et pas de sortir de l'euro. N'empêche que, effectivement, dans ce programme, il y a cette disons, renégociation des traités et cette affirmation de souveraineté par rapport à ce qu'ils appellent, eux, des ingérences d'autres pays, notamment européens. Est-ce qu'on peut imaginer par la suite que les marchés financiers vont s'affoler par rapport à cette situation ou est-ce que vous pensez que cela va rester stable, plutôt stable pour l'instant? C'est trop tôt pour le dire. Jusqu'à quel point est-ce que cette question de renégociation des traités qui est dans le contrat, mais ce n'est que une prévision, c'est un souhait pour l'instant, est-ce que c'est de nature à déséquilibrer totalement les équilibres européens? Ça, je pense que c'est trop tôt pour le dire, mais on comprend que c'est sur ce point qu'une certaine inquiétude puisse se représenter. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle coalition va pouvoir rester longtemps en place finalement? On a entendu certains proches de Matteo Renzi qui disent déjà ils exercent le pouvoir, c'est donc une catastrophe, mais on va récupérer la mise. Est-ce qu'on espère presque la catastrophe? Vous savez, le problème, c'est qu'ils ont consulté les électeurs des deux coalitions. 5 étoiles a fait sa plateforme Internet. Ils ont eu 94% de oui de la part de ceux qui s'y sont inscrits. Et la Ligue a consulté la population, 90% de oui. Par ailleurs, Ilvo Diamanti, le politologue, a montré que 6 Italiens sur 10 semblent d'accord avec cette coalition de gouvernement et son programme. Donc, comment est-ce qu'on va gérer les préoccupations européennes avec ce qui semble être le vœu des citoyens? Et pour conclure, peut-être une question sur le rôle du président. On en a parlé au début de cet entretien. Le président Sergio Mattarella, il a été élu par un parlement majoritairement de centre-gauche. Quel peut être son pouvoir dans cette future situation? Peut-il un petit peu temporiser la situation ou il n'a guère de pouvoir?
Oui, normalement, c'est lui qui nomme le président du Conseil. Il peut effectivement refuser. Cela créerait une situation de crise. Il faudrait évidemment des motivations suffisamment importantes pour ne pas plonger le pays dans le désarroi, probablement. Ceci dit, c'est la figure institutionnelle majeure qu'il faut respecter et qui a son dernier mot sur la Constitution et sur les traités internationaux. Eh bien, merci beaucoup, Ludmila Akoné, pour tous vos éclairages sur cette situation italienne, sur cet ouragan politique qui s'est abattu sur notre voisin. Merci. Merci beaucoup. Et on va tout de suite rejoindre Saveria Rojac dans le multiplex. Saveria, car vous suivez pour nous les débats dans l'hémicycle autour de la loi de programmation militaire. Où en sont les discussions des sénateurs ? Eh bien, les sénateurs ont achevé la discussion générale. Ils ont maintenant commencé l'examen des articles. Ils en sont à l'article 4 de cette loi de programmation militaire qui présente, on le sait, un effort budgétaire inédit pour les années 2019 à 2025. Inédit car selon les engagements d'Emmanuel Macron, des engagements rappelés à l'instant par Florence Parly, l'effort est porté à 2% du PIB d'ici 2025, des investissements massifs dans les armées, donc vient de rappeler la ministre Florence Parly. Je vous propose de l'écouter. Il nous fallait investir massivement dans les armées et c'est ce que ce projet de loi fait. Le cap fixé par le président de la République ne pouvait être plus clair. 2% de la richesse nationale française sera consacré à la défense d'ici 2025. Dès l'année 2017, j'ai obtenu le dégel de 1,9 milliard d'euros pour notre défense, permettant ainsi de respecter le budget 2017. Voilà, alors côté Sénat, bien sûr, on salue cette intention. Néanmoins, la commission de la Défense, la commission des Affaires étrangères, n'a pas manqué de souligner certaines inquiétudes pointées par les sénateurs dans leur rapport et dans leur examen de cette loi de programmation militaire, et notamment le calendrier, car selon eux, ces efforts arrivent tard, notamment en fin de mandature. Je vous propose d'écouter à l'instant Christian Cambon à la tribune. Nous manquons de visibilité sur le rythme des livraisons d'équipements ou sur les infrastructures, puisque nous devons nous contenter d'objectifs assez lointains, 2025, 2030, sans les points de passage annuels. Ce point est d'autant plus crucial que la LPM ne couvre qu'une partie des besoins. Il manque 1,5 milliard d'euros de crédits sur les infrastructures. En 2025, 60% des installations de la défense, nos casernes notamment, seront encore dégradées. Les recrutements nous paraissent trop faibles et trop lents, 450 recrutements chaque année. Pour des besoins estimés par la Commission à 2500 par an, on est encore loin du compte. Voilà, les sénateurs qui en commission ont modifié le texte pour sécuriser les ressources des armées, renforcer le volet immobilier, mais aussi renforcer les pouvoirs parlementaires de contrôle de l'exécution de cette programmation. Voilà, Tam, pour donc le début de l'examen de cette loi de programmation militaire. Merci beaucoup, Saveria, pour toutes ces explications. Et on poursuit les réactions à cette loi de programmation militaire. Oriane Mancini, vous êtes avec Hélène Conway-Mouret, sénatrice socialiste des Français de l'étranger et porte-parole du groupe PS sur ce texte. Bonjour Hélène Conway-Mouret, merci d'être avec nous. Le Sénat débute aujourd'hui l'examen du projet de loi de programmation militaire 2019-2025 qui fera passer le budget de la défense de 34 milliards à 50 milliards d'ici 2025. Il était temps ? Oui, il était temps en effet, parce que nous avons des matériels très usés, nous avons un besoin de matériel nouveau en particulier, mais aussi nous avons besoin de conditions de travail qui soient adéquates pour nos forces de sécurité. Depuis les attentats de 2014, depuis un grand nombre d'opérations extérieures dans lesquelles nos forces armées sont engagées, eh bien, nous voyons que tout ce que nous avons à disposition aujourd'hui est vraiment très utilisé, abîmé, a besoin d'être renouvelé. Donc nous travaillons et nous avons beaucoup travaillé dans la préparation de cette loi de programmation avec à la fois les industriels mais aussi les militaires pour connaître les besoins des militaires et voir comment les industriels peuvent répondre à ces besoins, dans quel délai,
Et ce que vous venez de mentionner, eh bien, ce sont les financements, c'est-à-dire le troisième acteur important dans cette loi de programmation militaire, c'est-à-dire l'État, qui doit aussi, bien sûr, apporter les financements adéquats. Alors les financements, justement, le budget doit augmenter de 1,7 milliard d'euros par an jusqu'en 2022, puis de 3 milliards d'euros à partir de 2023. Est-ce que finalement vous regrettez qu'une grande partie de l'effort se fasse hors du quinquennat actuel? Bien sûr, enfin, c'est une inquiétude, mais enfin c'est une loi de programmation. Donc au Parlement et en particulier à la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, d'avoir une vigilance, on va dire, accrue pour que les budgets que nous votons et que nous voterons chaque année seront à la hauteur des attentes et des besoins, surtout que je viens d'exprimer, mais également que cette progression qui est envisagée fasse que nous ayons aujourd'hui une stabilisation de ce qui s'est fait par le passé, c'est-à-dire des effectifs qui malheureusement n'étaient pas à la hauteur, des matériels qui n'étaient pas renouvelés suffisamment. Donc d'avoir cette période de stabilisation, on va dire sur 2018-2019, et puis ensuite une montée en puissance progressive qui permettra justement cette accélération, on l'espère, dans le deuxième quinquennat. Mais le Sénat en particulier sera très très vigilant à ce que ce qui est proposé, parce que des espoirs sont aujourd'hui levés, les attentes sont très fortes, comme l'a dit la ministre tout à l'heure, ne soient pas déçus et que l'on repousse un prochain quinquennat, un prochain président, peut-être le même, mais qui aura changé d'avis. Donc il est un petit peu dommage de créer tout cela maintenant pour se dire que finalement ça ne se fera jamais. Donc c'est vrai que nous serons très très vigilants. Mais le projet de loi qui est présenté aujourd'hui, pour vous, il va assez loin, il est assez ambitieux? Il est à la hauteur des ambitions possibles. Il faut être pragmatique aussi, des capacités budgétaires que nous avons. Nous n'avons pas que... Bien sûr que nous sommes intéressés par le ministère de la Défense et nous défendons son budget. Mais enfin, il faut savoir quand même que nous avons besoin d'une répartition équitable entre les différents ministères régaliens. Je l'ai mentionné d'ailleurs dans mon intervention. Est-ce que vous voterez ce texte, Hélène Conway-Mouret? Alors, nous le voterons avec les améliorations que le Sénat y a apportées. Je pense que nous avons justement voulu à la fois sanctuariser le budget de ce ministère des Armées. Nous avons voulu aussi être à la hauteur de ce que la ministre a annoncé et proposé comme une loi de programmation militaire à hauteur d'hommes. Et j'ai ajouté à hauteur de femmes aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier. Elles sont aussi engagées que les hommes, que leurs collègues masculins, mais elles ont des besoins particuliers. Et d'ailleurs, nous avons un certain nombre d'amendements qui vont dans le sens de répondre à leurs attentes aussi. Et c'est important. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous alors que l'examen de ce projet de loi de programmation militaire se poursuit dans l'hémicycle. Merci beaucoup, Oriane. Le président de la République, à travers un long discours cet après-midi, a-t-il définitivement enterré le plan de Jean-Louis Borloo? Devant plusieurs centaines d'acteurs de terrain, Emmanuel Macron n'a pas été tendre avec la tradition des plans banlieues qui font la politique de la ville depuis 40 ans. Il a aussi égrené les mesures, notamment sécuritaires, avec un plan contre le trafic de drogue, mais aussi une bourse au stage pour les élèves de 3e des quartiers. Le récit d'Audrey Vietaz et Jonathan van der Voort. Mise en scène, léchée. 660 représentants des quartiers populaires invités à l'Elysée pour ce qu'ils croyaient être l'annonce d'un nouveau plan banlieue sur la base de l'ambitieux rapport Borloo. Ce matin, son auteur en était même d'ailleurs toujours persuadé. C'est à la fois un plan massif de création d'emplois, massif de reconquête républicaine. Alors, Monsieur le Président, vous nous avez permis de faire tout ça. Mais dès l'entame de son discours, camouflet du président. Et je ne vais pas non plus vous annoncer un plan ville, un plan banlieue, quoi que ce soit, parce que cette stratégie est aussi âgée que moi. Deux mâles blancs ne vivant pas dans ces quartiers s'échangent l'un un rapport et l'autre disant « on m'a remis un plan, je l'ai découvert ». C'est pas vrai, ça marche plus comme ça. Pas de plan sur 3 ans, donc le président change de méthode et annonce une philosophie de travail pour plus de dignité et d'émancipation dans les banlieues. Dans son discours de plus de 2 heures, pléthore d'actions concrètes mises en place dans moins de 6 mois. On retiendra l'affectation des hébergements d'urgence hors des quartiers difficiles, un plan anti-drogue, 30 000 stages de 3e pour les quartiers populaires et des référents laïcité dans les écoles. Mais aucune annonce de déblocage de crédits spécifiques. Il n'a pas parlé d'argent, alors c'est comme ça, il vexe pas, vous me direz. Mais le problème, c'est que les communes, comment nous allons mettre en œuvre des mesures, y compris qu'il a données, mais qui se retournent contre nous. Certains félicitent cependant le mouvement impulsé par
par le président. Il a décrit cette planification qui est nécessaire et souligné combien la mobilisation de tous les services, santé, l'école, l'emploi, est indispensable pour donner un nouvel élan. Quant au principal intéressé, Jean-Louis Borloo, il se dit satisfait. Les cases sont cochées, combien ? Prochain rendez-vous fixé fin juillet avec la concrétisation du plan antidrogue annoncé aujourd'hui par le président. Et on ouvre le deuxième débat de Sénat 360. Les banlieues restent-elles une priorité pour l'exécutif? Pourquoi le plan Borloo n'a-t-il pas été retenu? J'en débat avec mes invités sur ce plateau. Philippe Rio, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire PCF de Grigny. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous étiez d'ailleurs ce matin parmi les acteurs de terrain qui ont entendu le président de la République. Également avec nous Fabienne Keller. Bonjour. Bonjour, sénatrice LR du Bas-Rhin, vice-présidente du Conseil national des villes. Vous étiez vous aussi présente. Tout à fait. Également à mes côtés sur ce plateau, Driss Tazaoui, bonjour. Bonjour. Vice-président MODEM de l'agglomération Évreux-Porte de Normandie, vice-président de l'Association des maires villes et banlieues de France, et vous êtes membre du Conseil présidentiel des villes. Merci beaucoup d'être avec nous. Enfin, sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Bargeton. Bonjour. Bonjour. Sénateur La République En Marche de Paris. Alors Philippe Rio, vous étiez donc ce matin, comme trois d'entre vous, à la réunion de l'Élysée. Vous faites aussi partie des très nombreux élus de terrain qui ont alimenté le plan Borloo. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes après cette réunion? Qu'est-ce que vous retenez du discours du président de la République? Et est-ce que pour vous, ce discours a enterré, un enterrement de première classe, mais a enterré le plan Borloo? Écoutez, comme certains en tout cas, pas beaucoup, je ne sais pas, mais certains, la déception et sentiment d'insuffisance ou d'histoire qui termine mal. 2h30 de discours d'une méthode qui dit ne pas être un plan, mais qui est un plan. Ne jouons pas sur les mots. A été détaillé. Il a dit un plan de bataille d'ailleurs. Oui, un plan de bataille, c'est ce que nous disons aussi depuis 6 mois, depuis l'été meurtrier, où nous nous mobilisons avec une méthode nouvelle, spécifique. Je regrette qu'il n'ait pas nommé celles et ceux qui ont été à l'initiative de cela. Bon, c'est pas grave, on s'en prend une petite au passage, tant pis. Je vois qu'il y a 2 choses absentes. Jean-Louis Borloo disait les cases sont cochées. Je pense que pour certaines, elles ont été vidées de leur substance. Le président de la République a donné rendez-vous au mois de juillet, au mois de septembre, donc on va continuer à se mobiliser. Et puis il y a 2 grands absents, 2 cases qui n'ont absolument pas été cochées, celui du monde associatif et des moyens au milieu associatif. Je rappelle que notre mouvement est né parce que les contrats aidés ont été supprimés du jour au lendemain et que des associations sont mortes du jour au lendemain. Il n'y a pas eu de réponse à cela. Les propositions du rapport Borloo faisaient état d'emplois francs associatifs ou de contrats aidants, de contrats d'utilité sociale où il y a un accord unanime. Et puis l'autre, c'est la question des moyens financiers pour les collectivités locales. Je suis désolé, mais on a 10 années d'austérité et ramener la République dans les quartiers, c'est aussi des services publics locaux. Et ça va être difficile pour énormément de villes. Or, aujourd'hui, je n'ai absolument rien entendu de la part du président de la République. Fabienne Keller, vous qui êtes une proche de Jean-Louis Borloo, est-ce que vous estimez aussi que ce plan Borloo a été enterré à travers cette réunion tout à l'heure? Et puis, on a entendu, je voudrais vous faire réagir tout de même à ce qu'on a entendu dans le reportage, ces propos d'Emmanuel Macron qui déplore les remises de rapports entre, je cite, 2 mâles blancs qui n'ont jamais mis les pieds en banlieue. Bon, ça ressemble tout de même à un tacle à ce rapport qui a donc été remis. Alors je serais moins sévère. Je crois que la matière qu'a rassemblée Jean-Louis Borloo après la mobilisation évoquée à l'instant par Philippe Rio, maire de Grigny, les nombreux échanges qu'a eu le président de la République lui-même, on peut lui accorder qu'à travers son discours, il a montré qu'il avait pris le temps au cours des derniers mois de comprendre les défis. Mais c'est vrai qu'ils sont vastes, ils sont immenses et ils concernent tous les thèmes républicains. Et il les a bien listés d'ailleurs, c'est pour ça que le discours a été long. On a eu presque l'impression d'une improvisation au fil de l'eau. C'est un peu le sentiment que l'on a eu avec ce discours d'1h30 où il avait dit qu'il ferait court et où finalement il a fait très long et s'est étendu. Peut-être qu'il a pris conscience qu'il fallait qu'il traite tous les sujets. Et en fait, la question des quartiers, c'est ce que nous appelons le droit commun, c'est-à-dire que toutes les politiques publiques soient mises en œuvre, mais plutôt en situation de rattrapage. Puisque les services publics sont moins présents, qu'il faut un peu plus accompagner ces populations, qu'elles sont un peu plus éloignées de l'emploi que la moyenne des Français. Donc moi, je serais plutôt optimiste, une prise de conscience de la part du président. Il a accepté des rendez-vous assez proches, des points d'étape. Par contre,
un fond d'inquiétude qui reste sur les moyens, parce que voilà, on sait bien que par exemple la rénovation urbaine, il y a de gros engagements. On parle d'un plan de 48 milliards avec Jean-Luc Borloo, chiffré, très clair, etc., ambitieux, et là on ne sait pas. Et tout de suite, l'ANRU, des autorisations de programme, c'est-à-dire des projets à moyen terme, mais pour cette année, toujours peu de financement, donc de réalisation concrète. Driss Tazaoui. Il faut reconnaître au chef de l'État sur la question de l'ANRU quand même une certaine franchise. Parce que de dire à une assemblée de 600 personnes, effectivement, les élus locaux avaient raison parce que sur le renouvellement urbain, nous n'avons pas été bons, nous n'avions pas les moyens. Donc toute la stratégie qui était la nôtre était de reporter les opérations de rénovation urbaine de manière à dépenser le moins possible parce que nous n'avions pas budgétisé. Moi, je trouve que c'est faire quand même preuve de beaucoup de responsabilité que d'avouer avec franchise que la rénovation urbaine n'avance pas aujourd'hui parce que c'est le fait du gouvernement. Sur le plan Borloo et sur la manière dont le président de la République se l'est, entre guillemets, approprié. Philippe Rio, maire de Grigny, a raison de rappeler la façon et le contexte dans lequel s'est organisée ou s'est construite cette dynamique collective qui a amené le président de la République à intervenir et à prendre des mesures fortes pour les quartiers prioritaires. Un appel au secours, l'appel de Grigny, indignation, aidés, préoccupation des élus locaux, baisse des crédits de la politique de la ville, baisse significative des contrats aidés et effectivement la machine se met en branle et le président de la République prend conscience que sur les quartiers prioritaires, il reste à investir davantage de moyens dans des communes où on a 30% de besoins en plus pour 30% de moyens en moins. Maintenant, sur le sentiment à la suite de la prise de parole du président de la République, je partage, comme Philippe Rio, ce goût d'inachevé. Parce qu'on a une prise de parole forte du président de la République, volontaire, engagée, déterminé sur la forme, et puis dès qu'on arrive aux propositions concrètes et aux mesures à mettre en application, on sent tout d'un coup comme un flottement avec une absence de détails sur les modalités et notamment sur la question des moyens. Julien Bargeton, déjà sur le recul sur le plan Borloo, et puis aussi certains disent que c'est une affaire d'ego. Hein. On ne compte plus les papiers qu'il y a eu sur ce sujet, cette guerre d'ego entre Jean-Louis Borloo et Emmanuel Macron. L'Élysée n'aurait pas apprécié de voir Jean-Louis Borloo tirer la couverture à lui. On se rappelle du commentaire assez froid qu'avait eu le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui avait dit du plan Borloo, ce n'est qu'un rapport. C'est un sujet trop important pour en faire une affaire personnelle. Moi, je vois que Jean-Louis Borloo s'est déclaré satisfait, et d'ailleurs sur une chaîne de radio ensuite, des principales mesures qu'a annoncé le président de la République. Moi, je suis élu du 20e arrondissement, dans lequel on a des quartiers en politique de la ville, et j'ai toujours peu cru quand même ces histoires de grands plans en banlieue. Quand on annonce un plan banlieue, en général, dans 10 ans, il en faut un autre, et on en a vu beaucoup se succéder auparavant. Un empilement de plans banlieue depuis 40 ans qui ne sont pas arrivés à leur sens. Les habitants des quartiers ont besoin du droit commun. Ils ont besoin de l'égalité dans les droits, ce qui aujourd'hui n'est pas respecté. Ils n'ont pas besoin de commisération, de misérabilisme ou de charité. Ils ont simplement envie de s'émanciper, y compris d'ailleurs parfois de sortir de ces quartiers. Et il faut donc partir des projets du terrain. Moi, je vois Philippe Rio, par exemple, à Grigny, qui, comme beaucoup d'élus locaux, font des choses formidables. Je pense à ce qu'il fait sur l'orchestre Demos, par exemple, qui est un orchestre pour les jeunes. Ça marche très bien. Ou bien l'accueil de l'école Cuisine Mode d'Emploi de Thierry Marx, qui a commencé d'ailleurs dans le quartier Saint-Blaise, chez nous, dans le 20e, et qui a maintenant une école à Grigny, qui permet de l'accès à l'emploi. Donc les élus locaux se battent depuis longtemps. Il faut généraliser des expérimentations, assurer le droit commun, permettre à chacun de s'émanciper. Moi, je trouve que nous sommes assez injustes avec ce gouvernement qui a commencé à faire beaucoup de choses. Je pense évidemment à l'éducation, c'est le principal, le dédoublement des classes, les devoirs faits et la scolarisation en maternelle, c'est très important. La police de sécurité du quotidien, c'est un axe fort. Ce que nous avons vécu, que ce soit à Pau ou à Marseille, montre bien que ce n'est pas un plan banlieue qui permet de régler des sujets de sécurité, et notamment les sujets liés au trafic. Et puis, d'autres sujets comme, par exemple, là aussi vous êtes un peu injuste, je trouve, le doublement des crédits de l'ANRU. Alors il faut améliorer les procédures de renouvellement urbain, qui sont parfois un peu... Non mais bon, il y a une annonce sur le quinquennat du plan des crédits en rue. Le pass culture pour permettre, là aussi, l'accès à la culture. Bon, il y a énormément de mesures qui sont déjà
menée parce que le président de la République avait pris conscience lors notamment de son intervention à Tourcoing. C'est ça qu'il faut continuer à faire. Mobilisons les acteurs, c'est ce qu'il a dit. Trouvons des mesures concrètes, expérimentons et partons du terrain. Et ce n'est pas un grand plan qui descend qui sera le plus efficace. On va parler des annonces de façon plus précise de ce matin, de la politique qui est menée par Emmanuel Macron sur les banlieues. Mais tout d'abord, est-ce que les attentes n'étaient pas très fortes envers Emmanuel Macron aussi parce que, on se le rappelle, Emmanuel Macron, candidat, l'avait fait depuis Bobigny. On se rappelle de son déplacement très médiatisé à Sarcelles où il jouait au foot. On se rappelle bien sûr, au mois de novembre dernier, du discours de Tourcoing. Et à ce moment-là, il s'était montré très volontariste. Il avait utilisé des mots qu'il a réutilisés aujourd'hui d'ailleurs. Je vous propose qu'on écoute Emmanuel Macron et puis on reparle des points concrets de sa politique ensuite. Ce que je suis venu aujourd'hui vous dire, vous ayant entendu, c'est que c'est une mobilisation de toute la nation qui seule peut répondre aux défis immenses que je viens d'évoquer. Cette mobilisation nationale pour les villes et pour les quartiers, elle doit être celle du gouvernement, des collectivités territoriales, des associations, des entreprises, des intellectuels. C'est celle-ci que je veux aujourd'hui, avec vous, déclencher, avec un plan de bataille clair, avec une mobilisation pleine et entière. Philippe Rio, oui. Les mots que l'on vient d'entendre, ils sont assez volontaristes. Finalement, il les a réemployés aujourd'hui, mais l'impression n'était pas du tout la même. Puis je voudrais aussi votre réaction peut-être au fait qu'il a consacré un grand dégagement au début de son discours à la question sécuritaire, à la question de Pau, de Marseille, notamment de ces moments où des policiers ont été mis en joue par des kalachnikovs. La différence entre le discours de Tourcoing et aujourd'hui, c'est que le mot République a été moins prononcé, le mot promesse républicaine a été moins prononcé, et le mot égalité a été moins prononcé. Ça s'est vu d'ailleurs dans la question des moyens, puisque là, combattre les inégalités passe inévitablement, certes par une méthode, certes mais aussi par des moyens. Je reviendrai sur le débat qui est un malentendu, et je crois qu'il y a un mensonge qui est en train de se faire autour de ce que nous sommes en train de vivre. L'histoire, c'est un plan, c'est pas un plan, c'est un plan de bataille, c'est plan, c'est un plan sur la comète. Arrêtons. Le rapport Borloo, Vivre en grand, vivre ensemble, pour une réconciliation nationale, c'est nourri d'expériences locales. Il est dans le jargon. Un tour de France, il est dans le jargon. Je vais prendre mon meilleur anglais. Bottom up et pas top down. Il ne vient pas d'en haut. C'est faux. Donc, ce qui a été mis à disposition du président de la République, il a écrit un cahier des charges. Nous y avons répondu. Alors après, bien évidemment, on peut l'enrichir, l'améliorer. Je pense qu'il a été un petit peu vidé de sa substance aujourd'hui. Dressé Tazaoui. Je partage pour partie ce que vient de dire Philippe Rio. Je suis assez d'accord sur la question du plan et sur la question du vocabulaire. Moi, je rappelle juste que c'est le président de la République lui-même qui a demandé un plan de mobilisation en faveur des habitants domiciliés sur les quartiers populaires. Mais au-delà du vocabulaire, ce qui est important, c'est que il y a la mission qui a été confiée à Jean-Louis Borloo. Il y a aussi les commissions qui ont été installées par Jacques Mézard. On n'en parle pas beaucoup. Moi-même, j'ai piloté la commission image des quartiers. Sur l'image des quartiers. Il y a 10 commissions qui correspondent peu ou prou à une politique publique. Et à côté de ça, ce sont tous les préfets de la République qui ont été réquisitionnés pour faire remonter leur contribution du territoire vers le chef de l'État et pour alimenter donc la réflexion de Jean-Louis Borloo. Donc on voit bien que le projet ou le rapport co-construit que portait Jean-Louis Borloo est un rapport concerté, partagé et co-construit avec les forces vives des 1500 quartiers prioritaires de France. Et sur le fond, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de toutes les mesures? Alors, elles sont très nombreuses dont on a pu entendre parler, et déjà depuis plusieurs mois, qu'il s'agit les emplois francs, les dédoublements des CP en réseau d'éducation prioritaire, la police de sécurité du quotidien. Enfin, on pourrait vraiment égrener les mesures comme ça. Tout ça, c'est concret, c'est suffisant ou pas? Ça résout les problèmes ou pas? Vous avez d'abord raison de dire que la question sécuritaire a occupé beaucoup de place dans la prise de parole du président de la République. Et je pense qu'effectivement, c'est l'actualité. Il reprochait d'ailleurs au rapport Borloo de ne pas suffisamment parler. Vous avez raison, c'est absolument ça. Donc je pense qu'il fallait absolument qu'il donne des gages, qu'il donne des gages aussi à l'opinion publique, peut-être à une certaine presse, peut-être à un certain nombre des membres du gouvernement. Et il fallait qu'il rassure sur la question sécuritaire. Et parce que Borloo n'en faisait pas état, il avait raison de ne pas en faire état. On ne peut pas regarder nos quartiers prioritaires par le seul prisme de la sécurité. Oui, Fabienne Keller, vous êtes d'accord avec ça? Je suis totalement d'accord. C'est-à-dire qu'on a trop longtemps... C'est un acte politique, alors finalement, d'avoir... On a trop longtemps parlé des quartiers en difficulté comme des quartiers où il se passait des faits d'insécurité. Alors évidemment, il est essentiel
de lutter contre. Mais j'ai envie de dire, là, c'est le droit commun plus qu'ailleurs. C'est pas l'alpha et l'oméga de la politique des quartiers. Exactement. Il y avait d'ailleurs une jeune femme commissaire qui a très bien parlé. Tout à fait. Avant tout le monde. Qui a expliqué son attitude. Elle avait rénové le commissariat de D'aulnay-sous-Bois, qui était visiblement en très mauvais état. Elle appliquait les directives qu'on lui donnait. Tout ça est très républicain. Donc, agir sur l'insécurité, c'est prioritaire. Mais la politique des banlieues ne peut pas se résumer, ne doit surtout pas être synthétisée par la sécurité, parce qu'en termes d'image, c'est une catastrophe. Et pour le retour des habitants, ils sont comme tout le monde. Ils ont envie que leurs enfants suivent de bonnes études. À cet égard, le dédoublement des classes de CP à la rentrée des CE1 est une très bonne mesure. Moi-même, j'ai pu le constater dans plusieurs écoles des quartiers fragiles de Strasbourg. Sur d'autres mesures, par exemple la santé, les personnes qui habitent dans les quartiers sont en situation de santé plus mauvaise que la moyenne des Français, de manière significative. Il annonce un doublement des maisons de santé, ce genre de choses. Ils sont dans des déserts médicaux. En fait, comme le monde rural, d'ailleurs le président l'a souligné. Pour l'instant, le sujet du logement, la maison médicale, c'est pas la solution. Parce que la question, c'est que les professionnels ne viennent pas y travailler. Comme d'ailleurs dans beaucoup de territoires, on est plutôt déficitaire. Donc ça reste un sujet de travail. Ceci dit, moi je trouve que, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a une dynamique qui est enclenchée. Le fait d'avoir confiance dans une volonté politique fait partie de la solution. Et les quartiers ont massivement voté Emmanuel Macron. C'est pour cela qu'il est important qu'il réponde aux attentes. Il y a un espoir qui est né, qui a été refroidi par les annonces de l'été, mais qu'il faut faire vivre parce qu'il faut donner à chacun sa chance pour l'avenir, pour toute cette jeunesse. Je voudrais aussi qu'on parle tout de même de la question budgétaire, la question des 48 milliards d'euros qui sont enterrés. Après, cette petite partie de l'intervention de Jean-Louis Borloo là-dessus, lors de son discours ce matin. La deuxième observation qui est, je crois, partagée par tous, c'est cette espèce de scandale qui consisterait à dire qu'on a beaucoup donné des milliards aux quartiers, comme si les quartiers avaient réclamé des milliards, alors qu'objectivement, il y a plus de besoins, car plus de jeunesse dans des situations plus complexes et moins de moyens globaux de toutes les responsabilités publiques et tout simplement les moyens financiers des communes qui sont en première ligne. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a blessé pour les quartiers. Comme si on parlait de quelque chose à qui on donnait de l'argent, alors qu'il s'agit simplement que chacune des forces vives de la nation en responsabilité fasse cette petite part de boulot pour ces quartiers qui sont dans une situation plus éloignés ou en plus grande complexité. Julien Bargeton vient d'entendre les propos de Jean-Louis Borloo. Il y a aussi eu ce rapport qui a montré que la Seine-Saint-Denis est laissée de côté, que l'État y est défaillant et que ça va à l'encontre de cette musique que l'on entend parfois. L'État ne donne-t-il pas trop aux quartiers prioritaires? Alors est-ce que ça ne vaut pas le coup d'investir les 48 milliards d'euros préconisés par le rapport Borloo et de revoir tout de fond en comble? Encore une fois, ce n'est pas qu'une question de moyens. Je sais qu'on réclame toujours des moyens, mais c'est une question d'action, c'est une question d'efficacité. L'éducation, les emplois francs de Muriel Pénicaud, dont nous n'avons pas parlé, la mobilité, dont d'ailleurs nous n'avons peut-être pas assez parlé, qui est aussi le fait de pouvoir sortir des quartiers et les transports, et d'assurer le droit commun. Alors c'est vrai qu'il y avait eu cet été un débat. Moi je note quand même que nous sortons d'une période où le gouvernement précédent avait baissé drastiquement les dotations aux collectivités locales. Il y a une volonté de maîtrise, ça je ne le sous-estime pas, mais il n'y a plus de coupe franche dans les budgets des collectivités aujourd'hui, puisque on a mis un terme à cette baisse radicale et brutale de la dotation globale de fonctionnement. Donc assurons le droit commun, mettons en place les outils, travaillons avec les acteurs, mais je crois que cette idée que tout passera par des moyens supplémentaires. Là où il y en a besoin, on le fait. D'ailleurs, on a annoncé sur les stages, sur les emplois, etc. Donc là où il faut rajouter des moyens, il faut le faire parce qu'il faut rétablir le droit commun. Mais je ne crois pas à ces annonces très générales dont on se rend compte, in fine, qu'elles ne sont pas appliquées. Je vois que vous voulez réagir très rapidement. Et pour conclure, malheureusement, sur ce débat. Je suis en désaccord sur les moyens. Les 48 milliards, ils ne sont pas pris dans les caisses de l'État. Ils sont partagés et c'est une demande de la mobilisation nationale. Et donc, le débat, à un moment, il faut mettre les moyens sur la table. C'est clair et net. Il y a 2-3 sujets. La formation professionnelle aujourd'hui, c'est pas l'État. On demande que les partenaires sociaux financent les gens dans les quartiers. Je crois qu'on a obtenu cela. Le président de la République n'en a pas parlé, mais mon petit doigt m'a dit qu'on a gagné. C'était une de nos revendications. Ou pareil, la Caisse nationale d'allocation familiale est en excédent
budgétaire, on réaffecte pour la petite enfance dans les quartiers. Ça coûte 0 à l'État, 0 aux contribuables. Je voulais juste terminer sur une note d'optimisme en disant que ce que je retiens quand même de positif de l'allocution du chef de l'État, c'est qu'il porte désormais la politique de la ville. C'est-à-dire que la politique de la ville est portée au plus haut sommet de l'État. Et ça, c'est une bonne chose parce que la politique de la ville est une politique publique transversale et nous souhaitions effectivement qu'elle soit portée par le Premier ministre ou le chef de l'État. Le mot de la fin, Fabienne Keller, très rapidement. Oui, optimisme. Optimisme aussi à cause de l'énergie qu'on a ressentie ce matin. Les 600 acteurs rassemblés autour du président de la République, portés par cette attente. Mais je crois qu'il faut tous qu'on se relève les manches et qu'on aide les quartiers fragiles de France à se dessiner un nouvel avenir. Se dessiner un nouvel avenir, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.